Nous voici à la quatrième partie de cette 71e édition, pour explorer le quatrième dispositif d'un 555 en mode astable, le circuit RC. Même si le circuit résistif capacitif est externe au 555, il est important de savoir qu'en mode astable, ses composantes RC sont primordiales pour gérer la fréquence d'oscillation et le rapport cyclique. Le simulateur nous permettra de voir d'un peu plus près un exemple de circuit RC et la façon qu'il est utilisé pour gérer la tension déclencheur de notre 555. Nous avons ici un circuit résistif capacitif monté en série. Il est composé des deux résistances, R1, R2, et d'un condensateur, C1. Pour cette démonstration, j'utilise une source d'alimentation de 15 volts, reliée à chaque extrémité du circuit RC. Quant à l'interrupteur, S1, présentement raccordé entre la masse et la jonction de R2 et C1, son rôle sera de décharger le condensateur lorsqu'il est dans un état passant. Dès l'instant où l'interrupteur S1 est passant, la tension présente à la jonction R2 et C1 est redirigée vers la masse. Ainsi, la tension venant de VCC qui traverse les résistances R1 et R2 est aussi déviée vers la masse, ce qui a pour effet d'interrompre la charge de C1. Dès l'instant où l'interrupteur S1 sera dans l'état bloqué, la tension venant de VCC qui traverse les résistances R1 et R2 sera libérée vers C1, ce qui aura pour effet d'amorcer la charge de C1. Pour te permettre de visualiser la tension aux bornes de C1, elle sera affichée en bleu à l'oscilloscope. Avant de démarrer la simulation, je place S1 dans l'état passant pour m'assurer que C1 est totalement déchargé. Je démarre la simulation. Avec cette première simulation, on voit clairement qu'il a fallu à C1 presque 6 secondes à se charger totalement. Mais aussi, que la tension de charge de C1 n'est pas linéaire. La tension de charge de C1 débute rapidement, prend de plus en plus de temps à s'élever, et cela, jusqu'à la charge complète. Le temps que prend C1 à se charger est directement relié à la somme de R1 plus R2, multiplié par la valeur de C1 en farad. Cette formule étant générale, on ne l'utilisera pas telle qu'elle, dans le calcul du temps de charge dans le cadre d'un 555. Qui sera plutôt celle-ci. Nous reviendrons aux formules utilisées dans le cadre d'un 555 en mode astable, un peu plus tard.
La constante de temps est définie comme suit. Tau est égal à R multiplié par C. D'où tau est la constante de temps en secondes, R est la résistance en ohms, et C est la capacité en farad. La constante de temps d'un circuit RC est définie comme le temps nécessaire au condensateur pour atteindre 63,2% de sa capacité de charge maximale, à condition qu'il n'ait pas de charge initiale. Il faut noter que le condensateur sera chargé à 63,2% après, tau, et presque complètement chargé, 99,3%, après environ 5 taux. Ces simulations nous apprennent que la charge d'un condensateur n'est pas linéaire. C'est à se demander pourquoi. En fait, c'est assez simple. Il faut savoir qu'à son état initial, c'est-à-dire lorsque C1 est totalement déchargé, il offre une forte résistance au passage du courant. À mesure que C1 se charge, cette résistance diminue au point de disparaître une fois que C1 est totalement chargé. Avec ce que nous avons déjà appris sur les diviseurs de tension, on pourrait y reconnaître cette similitude en remplaçant C1 par une résistance variable dont la valeur résistive varierait dans le temps. Cela nous fournirait une tension de référence variable dans une limite de temps. Maintenant qu'on a pu voir en action le temps de charge de C1, regardons de plus près son temps de décharge. On a vu qu'à partir du moment où l'interrupteur S1 passe dans l'état bloqué, la charge de C1 s'amorce. Dès que S1 passe à l'état passant, il interrompt la charge et amorce simultanément la décharge de C1. On voit que la tension de C1 chute quasi instantanément à 0 V. Cette décharge rapide est due à la résistance de S1, qui, dans son état passant, est de l'ordre des milliohms. La valeur de cette résistance est si basse qu'elle dévie presque instantanément toute la tension de C1 vers la masse. Bien entendu, on peut définir le temps de décharge de C1. Cela se passe de la même façon que l'on définit le temps de charge. On a tout simplement à placer une résistance entre S1 et C1.
Je redémarre la simulation. Dès que l'interrupteur S1 est dans l'état bloqué, la tension VCC passant par R1 et R2 est dirigée vers C1. La charge est amorcée. C1 se charge grâce à R1 et R2 en série. C'est la somme de R1 plus R2 qui définit le temps de charge. Maintenant, lorsque S1 change de l'état bloqué à l'état passant, il interrompt simultanément la tension VCC venant de R1, en la déviant vers la masse tout en redirigeant la tension de R2 venant de C1, aussi vers la masse. Ainsi C1 se décharge à travers la résistance R2 en passant par S1. On a maintenant deux temps. Un temps de charge et un temps de décharge. Le temps de charge que j'appellerai T1 est déterminé par les deux résistances, R1 et R2, multipliées par C1. Tandis que le temps de décharge, que j'appellerai T2, n'est déterminé que par la résistance, R2, multipliée par C1. Il va de soi que la valeur de C1 est déterminante dans la temporisation. Si je diminue de 10 fois la valeur capacitive de C1, il lui faudra 10 fois moins de temps à se charger et à se décharger. Observons. C'est cette combinaison RC, c'est-à-dire le rapport résistif et capacitif, qui détermine la temporisation. Tout au long de cette démonstration, on aura compris que l'élément déclencheur est l'état passant, ou bloqué de l'interrupteur S1. Maintenant, transférons ce circuit RC à notre schéma. De retour à notre schéma d'étude, là où l'on en était. Je commencerai par nous faire un peu de place. Maintenant j'ajoute notre circuit RC.
Après avoir relié R1 à la tension commune d'entrée VCC, je relie les entrées déclencheurs des deux comparateurs à la tension de référence provenant du condensateur C1. Ainsi relié au comparateur, et à la sortie de la bascule, cet oscilloscope nous permettra de suivre la tension venant de C1, tension déclencheur, les tensions de seuil inférieur et supérieur, ainsi que la tension à la sortie de la bascule. Parallèlement, les indicateurs lumineux témoigneront des tensions présentes aux sorties des comparateurs et de la bascule. Avant de démarrer la simulation, je m'assure que C1 est totalement déchargé en plaçant l'interrupteur S1 dans son état passant. L'oscilloscope affichera la tension de C1 en rouge. Je démarre la simulation. Ce que tu as certainement observé, c'est qu'à partir du moment où j'ai lancé la simulation, l'interrupteur S1 était dans son état passant. Ce qui oblige la tension venant de R1 à passer vers la masse. De ce fait, R2 aussi est dirigé vers la masse. Donc, si une tension était présente aux bornes de C1, elle a été aussi redirigée vers la masse, ce qui a obligé C1 à se décharger. Ainsi, la tension aux bornes de C1 passe à 0 V. Recommençons.
Dès que S1 est dans un état bloqué, la tension venant de R1 rejoint R2 et C1 se charge. Dès que C1 se charge, sa tension partant de 0 V augmente graduellement dans le temps que prend R1, et R2 à le charger, et continuera à augmenter jusqu'à atteindre la tension VCC, si rien ne l'arrête. Lorsqu'elle passera le seuil supérieur, soit 10 volts, elle fera réagir le second comparateur en faisant passer la bascule en mode 7. À ce moment, une tension de 5 volts apparaît à la sortie de la bascule. Cette tension y demeurera tant et aussi longtemps que l'interrupteur S1 ne changera pas son état. Mais dès que S1 revient dans son état passant, la décharge de C1 se déclenche. La tension de C1 diminue graduellement, car elle se décharge à travers R2 vers la masse. Elle continuera à se décharger jusqu'à atteindre 0 V si rien ne l'arrête avant. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui a décidé quand l'interrupteur S1 est passant ou bloqué. Mais c'était seulement dans le but d'expliquer comment réagissent les comparateurs selon le niveau de tension de C1. Ce qui nous amène à la cinquième partie de cette présentation, soit le cinquième dispositif. Les transistors, NPN, en mode commutation. Comme on l'a déjà vu à maintes reprises, on peut remplacer un interrupteur par un transistor bipolaire, de type NPN, en mode commutation pour automatiser une fonction. Nous allons maintenant laisser les comparateurs décider par eux-mêmes du moment de charge et de décharge de C1. Pour ce faire, je vais remplacer l'interrupteur S1 par Q1. Un transistor NPN, 2N3904. J'ai relié le collecteur de Q1 à la jonction de R1 et R2. Ensuite, son émetteur à la masse. Déjà là, on reconnaît que ce transistor aura une fonction commutation, comme le faisait S1.
à la différence qu'il sera commandé par la tension présente, ou non à sa base. J'ai donc relié la base de Q1 à la sortie de la bascule. Ainsi, Q1 changera son état, selon le mode set, ou reset, de la bascule. Observe bien ce qui se passe. Accélérons le mouvement en réduisant la valeur de C1 de 4,7 microfarad à 1 microfarad. Q1 a pour rôle d'automatiser la décharge de C1. Dès que la tension de C1 a atteint le seuil supérieur de 10 volts, le second comparateur fait passer la bascule en mode 7. En mode 7, la bascule libère une tension positive qui alimente la base de Q1 et le rend passant. Lorsque Q1 est passant, C1 se décharge jusqu'à atteindre le seuil inférieur du premier comparateur. Ce dernier fait passer à son tour la bascule en mode reset. Ce qui interrompt l'alimentation de la base de Q1, et un nouveau temps de charge est aussitôt amorcé. Cette boucle se répétera indéfiniment et aussi longtemps que l'alimentation VCC ne sera pas coupée.
De retour à la planche à dessin, et comme on l'a vu dans le simulateur, je relie les entrées de la bascule, aux sorties des comparateurs. Ensuite j'ajoute Q1, le premier des deux transistors NPN en mode commutation formant le cinquième dispositif. Comme on l'a vu dans la simulation, le rôle de Q1 sera d'assurer la décharge de C1. Comme la décharge de C1 se fera à travers la masse, je relie son émetteur à la masse. Quant au collecteur, il ira rejoindre un nouveau point de contact nommé « décharge ». Ce point de contact correspond à la broche 7 d'un 555. Je raccorde ensuite la base de Q1, en passant par une résistance de 330 ohms qui ira rejoindre la sortie de la bascule. Au début de la présentation, j'ai parlé de deux transistors NPN, en mode commutation formant le cinquième dispositif, mais ayant deux rôles différents. On a compris que le rôle de Q1 est d'assurer la décharge de C1. Maintenant, j'ajoute le second transistor, Q2, lui aussi de type NPN, en mode commutation. Mais son rôle sera d'amplifier la tension à la sortie de notre bascule. Pour ce faire, je relie son émetteur à la masse. Sa base, comme celle de Q1, sera commandée par la tension de sortie de la bascule, en passant par une résistance de 330 ohms. Il ne reste plus qu'à alimenter le collecteur de Q2. Pour y arriver, j'ajoute une résistance de 1 kΩ qui partira de VCC pour aller directement rejoindre un nouveau point de contact appelé « sortie ». Ce point de contact correspond à la broche 3 d'un 555. Cette résistance de 1 kΩ assurera à la broche de sortie la présence d'une tension continue égale à celle de VCC, tant et aussi longtemps qu'elle ne sera pas interrompue par la commutation de Q2. Pour ce faire, je la raccorde au collecteur de Q2. J'achève ce montage en ajoutant un nouveau point de contact nommé « réinitialiser ». Dans ce schéma, il est relié à la seconde sortie de la bascule. Il correspondrait à la broche 4 d'un 555. Normalement, dans un 555, il servirait à alimenter la bascule en étant raccordé à VCC. Mais dans ce schéma, il a une toute autre fonction car la bascule flip-flop que j'utilise ici est légèrement différente de celle d'un 555. De ce fait, on ne l'utilisera pas comme on le ferait avec un 555. On pourrait s'en servir comme seconde sortie, mais inversée à la première. Tout ce qui nous manque à ce schéma est un dernier point de contact nommé « contrôle de tension ». Il correspond à la broche 5 d'un 555. Ce point de contact est relié à l'entrée négative du second comparateur. Comme son nom l'indique, son rôle est de contrôler la tension de seuil de ce comparateur. Si je numérotais les 8 points de contact de ce circuit, on y verrait une similitude avec les 8 broches d'un 555. Mis à part la broche 4, bien entendu. Je tiens à préciser que même si ce schéma reproduit presque en totalité les dispositifs d'un 555, il demeure que ce n'en est pas un. Il s'agit seulement d'une vulgarisation s'en rapprochant uniquement pour mieux comprendre comment fonctionne un 555. D'ailleurs, mis à part l'aspect pédagogique de cette présentation, il ne serait même pas rentable de réaliser ce schéma compte tenu des coûts que cela impliquerait comparativement à l'acquisition d'un 555 qui a déjà fait ses preuves depuis 50 ans. Malgré tout ça, ce schéma est ce qui s'en rapproche le plus. Il fonctionnera dans le simulateur comme s'il s'agissait d'un circuit intégré, NE555. Ici on va s'en servir comme générateur de pulses. Tous les branchements externes, ainsi que les composantes du circuit RC seront les mêmes, et répondront aux mêmes formules de temporisation. Comme je le ferai avec un 555, je commence par raccorder ensemble les broches 2 et 6. Cela dans le but de rendre commune aux deux comparateurs la tension déclencheur. Comme on l'a déjà vu, la tension déclencheur nous viendra de C1. Pour cet exemple, C1 aura une valeur de 4,7 microfarad dont le négatif est relié à la masse. J'ajoute un second condensateur, nommé C2, d'une valeur de 10 nanofarad relié entre la masse et la broche 5, contrôle de voltage. La borne positive de C1 ira rejoindre les broches 2 et 6. L'alimentation de C1 passera par les deux résistances en série nommées R1 et R2. La résistance R1
d'une valeur de 1 kΩ reliée d'un côté à VCC, et de l'autre à la broche 7, broche de décharge. Entre la broche 7 et la broche 6, j'ajoute, R2, une résistance de 2 kΩ. R1, R2, C1 et C2 sont des composantes externes au 555. En partant de VCC, la résistance R1 fait jonction avec le collecteur de Q1 et R2. Selon l'état bloqué ou passant de Q1, la tension traversant R1 ira soit vers R2, soit vers la masse. Si Q1 est dans l'état bloqué, la tension de R1 poursuit son chemin à travers R2, passe par la jonction des broches 2 et 6, puis alimente C1. De ce fait, la somme de R1 et R2 détermine le temps de charge de C1. Le niveau de charge de C1, que j'appelle tension déclencheur, est suivi par les deux comparateurs par les broches 2 et 6. Dès que le niveau a atteint les 2/3 de VCC, la bascule passe en mode 7, libère une tension positive à sa sortie pour alimenter les bases de Q1 et Q2. Dès que la base de Q1 est alimentée, son état passe de bloqué à passant. Comme on l'a vu, à l'instant où Q1 est passant, la tension provenant de R1 est dirigée vers la masse ainsi que celle de C1. C'est la phase de décharge de C1. Le temps que prend C1 à se décharger dépend de la résistance R2. Plus cette résistance est élevée, plus il faudra du temps à C1 pour se décharger. C1 se déchargera jusqu'à atteindre 1/3 de VCC, ce qui fera passer la bascule en mode reset et interrompra la phase de décharge pour réamorcer la phase charge de C1. Ainsi un nouveau cycle recommence et se répète indéfiniment. Maintenant complété, transférons tel quel ce circuit dans le simulateur. Nous revoilà dans le simulateur, prêts à revoir ce circuit en action. Cet oscilloscope nous permettra de suivre les tensions appliquées aux entrées des comparateurs. Le canal A affichera en vert la tension de seuil bas du premier comparateur. Ce seuil représente 1/3 de la tension de VCC. Le rôle de ce comparateur est de maintenir la bascule en mode reset, tant et aussi longtemps que la tension aux bornes de C1 est inférieure ou égale 1/3 de VCC. Le canal B affichera en jaune la tension de seuil O du premier comparateur. Ce seuil représente les 2/3 de la tension de VCC. Le rôle de ce comparateur est de maintenir la bascule en mode 7, tant et aussi longtemps que la tension aux bornes de C1 est supérieure ou égale aux 2/3 de VCC. Le canal C affichera en bleu la tension déclencheur appliquée aux deux comparateurs. Cette tension est celle de C1 dans le temps, communément appelée condensateur de temporisation. Cette tension est variable, elle est soit montante ou descendante. Sa variation est définie dans le temps par les valeurs de C1, R1 et R2. Le canal D affichera en rouge la tension prélevée à la sortie de Q2. Il s'agit, ni plus ni moins, des pulses générés à la sortie de la bascule, amplifiés par Q2, et nous offrant ainsi le signal de sortie sous forme d'onde carrée. Je démarre la simulation.
Grâce à cet oscilloscope, on remarquera en vert le niveau de tension à la sortie de la bascule, et en jaune celui de la sortie de Q2. De la tension pulsée de 5 volts délivrée par la sortie de la bascule, on a maintenant une tension pulsée de 15 volts à la sortie de Q2. On remarquera également que les pulses sont inversés. Cela est dû à la commutation de Q2. Comme on l'a vu à maintes reprises, un transistor en mode commutation est soit bloqué, ou passant. Ainsi, lorsque Q2 reçoit à sa base une pulse provenant de la sortie de la bascule, il passe dans l'état passant. Il détourne vers la masse, la tension VCC venant de la résistance de 1 kΩ. De ce fait, il interrompt la tension de la broche 3. Dès que la bascule passe en mode reset, la sortie de la bascule chute à 0 V, et n'alimente plus la base de Q2. Ce dernier revient dans l'état bloqué, et laisse à nouveau passer la tension de 15 volts venant de la résistance de 1 kΩ. Les valeurs de R1, R2 et C1 déterminent la temporisation. C'est-à-dire, le temps que dure un cycle. Un cycle se découpe en deux temps. Un temps on et un temps off. Au risque de me répéter, ces valeurs ne sont pas choisies au hasard. Elles sont calculées grâce à des formules bien précises. Comment calculer la fréquence d'un 555, utilisé en mode astable, à partir des valeurs de R1, R2 et C1? Comme tu t'en doutes déjà, il existe des formules de calcul spécifiques pour ce type de montage. Dans le circuit que nous venons d'explorer comme dans ce circuit oscillateur 555, les broches 2 et 6 sont connectées ensemble, ce qui permet au circuit de se redéclencher à chaque cycle. Il fonctionne donc comme un oscillateur, self-running, ou si tu préfères, à fonctionnement libre. Pendant chaque cycle, le condensateur C1 se charge à travers les deux résistances de synchronisation, R1 et R2, mais se décharge uniquement à travers la résistance R2, car l'autre côté de R2 est connecté à la borne de décharge, broche 7. Comme on l'a vu lors des simulations, le condensateur C1
se charge jusqu'aux 2/3 de VCC, qui correspond au seuil supérieur du second comparateur. Le temps de charge, T1, est calculé par cette première formule, 0,693 multiplié par la somme de R1 plus R2, en ohms, multiplié par la valeur de C1, en farad. Ensuite, C1 se décharge jusqu'au 1/3 de VCC, qui correspond au seuil inférieur du premier comparateur. Le temps de décharge, T2, de C1, est déterminé par cette seconde formule, 0,693 multiplié par la valeur de R2, en ohms, multiplié par la valeur de C1, en farad. On obtient ainsi, à la sortie du 555, une forme d'onde dont le niveau de tension est sensiblement égal à VCC-1,5 V, dont les périodes de temps de sortie, on et off, sont déterminées par les combinaisons de condensateur et de résistance. Les temps individuels nécessaires pour terminer un cycle de charge et de décharge de la sortie sont donc calculés par ces deux formules. Lorsqu'il est connecté en tant que multivibrateur astable, la sortie de l'oscillateur 555 continuera indéfiniment à se charger et à se décharger entre 2/3 de VCC et 1/3 de VCC, jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée. Comme pour le multivibrateur monostable, ces temps de charge et de décharge correspondant à la fréquence sont indépendants de la tension d'alimentation de VCC. Ainsi, la durée d'un cycle de synchronisation complet est donc égale à la somme des deux temps individuels que prend le condensateur à se charger et à se décharger. Ce temps, T, est donné par la somme de T1 et T2. On peut aussi utiliser cette formule, T égale 0,693 multiplié par R1 plus R2 au carré, multiplié par C1. Ou, pour vraiment se simplifier la vie, utilisez mon calculateur que j'ai réalisé sous Excel 2007, qui fait tous ces calculs, en entrant tout simplement les valeurs de R1, R2 et C1. Ce calculateur intègre toutes les formules que l'on vient de voir. Il est conçu pour calculer T1, le temps de charge, T2, le temps de décharge, la somme de T1 et T2, correspondant à T, soit la durée d'un cycle complet. Il calcule la fréquence et le cycle de service d'un oscillateur 555 en mode astable. Le cycle de service, communément appelé duty cycle, n'a pas d'unité car il s'agit d'un rapport, il peut être exprimé en pourcentage. Si les deux résistances de synchronisation, R1 et R2 sont de valeur égale, le rapport cyclique de sortie sera de 2/1, c'est-à-dire 66% de temps on et 33% de temps off, par rapport à la période. J'ignore si tu es comme moi, mais personnellement, toutes ces formules me donnent mal à la tête. D'un projet à l'autre, je suis incapable de toutes me les rappeler. Je dois les noter dans un cahier et m'y référer au besoin. Comment fais-tu pour te rappeler de toutes ces formules? Sérieusement, je ne connais personne qui en est capable. En tout cas, certainement pas moi. En plus, je déteste recourir à une calculatrice, fouiller dans mes notes et exécuter chaque formule pour trouver la valeur que je cherche. C'est précisément pour ça que je conçois des outils simples à utiliser à partir du tabulateur Excel, qui remplissent ce rôle tout simplement en entrant les quelques variables nécessaires aux formules. Prenons pour exemple ce schéma. Il s'agit d'un circuit oscillateur 555, en mode astable. Si je veux tout savoir de ce circuit, je n'ai tout simplement qu'à entrer les valeurs de R1 et R2, en ohms, et celles de C1 dans le calculateur. Commençons par R1, on a une résistance de 9,1 kΩ, j'entre cette valeur convertie en ohms, soit 9100 ohms. Suivi de R2, une résistance de 715 kΩ, j'entre cette valeur convertie en ohms, soit 715 000 ohms. Il ne manque plus que la valeur de C1. La valeur capacitive de C1 doit être convertie en farad.
il est moins hasardeux de convertir une valeur résistive en ohm qu'une valeur capacitive en farad. Pour cette raison, j'ai intégré une fonction de conversion qui convertira automatiquement soit les valeurs en microfarad, en nanofarad ou en picofarad, dans leur valeur en farad. La valeur de C1 est de 1 microfarad. J'entre cette valeur dans la cellule prévue à cet effet. Dès que ces trois valeurs sont entrées, on a instantanément tous les résultats espérés. Conçu pour être un outil d'apprentissage, il affiche chacune des formules, chacun des calculs et leurs résultats à une précision arrondie à 4 chiffres après la virgule. Tout cela, en beaucoup moins de temps qu'il faut juste pour trouver notre cahier de notes. Ainsi, nous savons avec certitude que cette combinaison R1, R2 et C1 générera à la sortie d'un 555 en mode astable, des pulses à une fréquence de 1 Hz, ou si tu préfères de 1 cycle par seconde, avec un cycle de service de 50,3%. Pour un deuxième exemple, reprenons les valeurs de R1, R2 et C1 du circuit que nous avons exploré tout au long de cette présentation, soit de 1 kΩ pour R1, 2 kΩ pour R2 et de 4,7 microfarad pour C1. Le calculateur nous informe qu'on devrait avoir à la sortie du 555 une fréquence de 61,4 Hz, avec un cycle de service de 60%. Comparons ces résultats avec notre circuit, à même le simulateur. Dans le simulateur, ces mêmes valeurs de R1, R2 et C1 produisent une fréquence légèrement plus basse, soit une fréquence de 61,1 Hz. Pourquoi cette différence? La réponse à cette question pourrait s'expliquer simplement par le fait que ce circuit n'est pas un 555, seulement une reproduction. Mais plus précisément à cause du temps de réponse de Q1 et Q2 dont les spécifications diffèrent légèrement des transistors utilisés dans un NE555. Aussi que le simulateur tient compte d'un certain pourcentage de tolérance généré par chacune des composantes. Sans parler du fait que mon calculateur a arrondi les valeurs de chaque temps à leur valeur supérieure à 4 chiffres après la virgule. Malgré tout cela, peut-on dire en toute humilité, que j'ai quand même réussi à reproduire un 555 avec assez de précision pour en expliquer les 5 dispositifs qui le composent, et cela, avec un maximum de précision. J'espère que cette présentation vous a été instructive, qu'elle vous a permis d'en découvrir un peu plus sur ces différents dispositifs. Vous pouvez télécharger tous les outils réalisés sous Excel 2007, tout simplement en suivant les liens que j'ai ajoutés dans la description au bas de cette vidéo. En espérant que cette présentation vous a été utile et instructive. Si oui, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, et surtout, je vous invite à vous abonner car ça nous encourage à poursuivre dans cette direction. Merci de votre attention, et je vous dis, à très bientôt pour une autre édition de Easy Weekend Project.